Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. C'est l'un des reproches les plus récurrents que l'on fait à l'hôpital, en dehors évidemment du bruit qui nous empêche parfois de dormir. C'est celui des plateaux repas fades, froids, austères, autant d'adjectifs qui reviennent dans la bouche des patients pour qualifier la nourriture qui est servie en chambre. Et pourtant, certains établissements font des efforts, comme nous allons le voir dans cette toute première partie d'émission. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec cette pièce coup de poing que l'on peut aller applaudir au Théâtre des Béliers parisiens. Elle s'intitule La Zone Indigo et elle nous plonge dans une France qui a basculé dans la dictature. Pour résister, faut-il fuir ou rester? C'est la question que l'on posera à notre invitée Mélodie Mouret, l'auteur de cette intrigue à qui l'on doit également la mise en scène. Et enfin, c'est tout bon, c'est la chronique qui va éveiller vos papilles. Aujourd'hui, nous allons tracer les contours d'un menu traditionnel et festif que nous allons pouvoir dévorer dans quelques jours à l'occasion du Nouvel An chinois. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Yann Le Barreau, bonjour. Vous occupez la fonction de secrétaire national UNSA Santé. Soyez le bienvenu autour de cette table. Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, diététicienne et nutritionniste. Soyez la bienvenue dans cette émission. D'ailleurs, juste pour qu'on commence, parce que je sais que vous vous posez cette question, quelle est la différence entre une nutritionniste et une diététicienne? Est-ce qu'il y a foncièrement vraiment quelque chose de différent? Une différence de diplôme, en fait. Ce qui est reconnu par l'HAS, c'est le diplôme de diététicien. Ouais. Nutritionniste, c'est plutôt un adjectif, c'est-à-dire qu'on peut s'appeler nutritionniste sans forcément avoir eu de formation de diététique. C'est-à-dire que globalement, les deux seuls métiers qui permettent de prodiguer des conseils alimentaires réellement liés à la santé sont les diététiciens nutritionnistes et les médecins nutritionnistes. Et les médecins nutritionnistes, c'est une question de diplôme. C'est un peu comme les ostéopathes et les kinésithérapeutes, si je schématise. Certainement, oui. Je connais moins cet aspect-là, mais effectivement. Mais nutritionniste, même vous, demain, vous mettez une plaque, vous appelez nutritionniste. Je peux. Oui. Bah écoutez, venez me consulter, à partir de demain, voilà, j'aurai ma plaque devant chez moi. Bon, trêve de plaisanterie, je le disais en introduction, c'est une réputation qui colle à la peau de l'hôpital. La nourriture est mauvaise, on l'entend souvent, et pourtant certains établissements comme la Pitié-Salpêtrière à Paris tentent vraiment de faire des efforts et d'améliorer la qualité des repas. La PHP a dévoilé par exemple en mai 2024 un plan de restauration qui prévoit notamment de former le personnel aux bons usages en hôtellerie et de proposer une alimentation plus saine. Yann Le Barreau, je voulais vous poser cette toute première question. Quand vous entendez les patients dire que le repas c'est le moment le plus déprimant de la journée à l'hôpital, on a pu le lire ici ou là. Vous, quelle est votre réaction en tant que représentant du personnel soignant? Alors, pour les patients, on peut le comprendre. Les journées à l'hôpital sont longues, parfois très longues, et les nuits courtes, vous l'avez relevé dans l'introduction de ce débat, et le repas est un moment important. Après, pèse sur l'hôpital une contrainte, c'est-à-dire que le repas hospitalier, il est aussi tenu, pour un certain nombre de patients, à des règles diététiques, et là je laisserai la main volontiers à notre collègue, et donc on ne peut pas servir ce que l'on veut, et on est tenu également par des règles d'hygiène qui font qu'aujourd'hui on ne peut plus faire non plus ce que l'on veut dans les cuisines. Alors il y a des tentatives pour améliorer les choses, et je dissocierais ce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect des repas servis au personnel et des repas servis aux patients. Et la PHP, c'est 39 sites, c'est environ 15 millions de repas par an. 41 000 repas par jour. C'est beaucoup. Donc nécessairement, c'est une machinerie, pour ne prendre que la PHP, c'est une machinerie colossale avec des contraintes multiples, et c'est ce qui explique souvent que les repas ne sont pas à la hauteur de ce qu'attendent les patients, et en plus de ça, la présentation en barquette, sous vide, n'est pas fait pour améliorer, parce qu'on commence par manger avec les yeux, et de ce côté-là, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Et très concrètement, comment les repas sont-ils fabriqués? Est-ce que ce sont des énormes centrales qui ensuite dispatchent les repas dans les hôpitaux de la ville et de la région, ou bien ce sont des cuisines qui sont à l'intérieur des hôpitaux où des chefs cuisiniers sont en train de préparer des repas? Vous avez, on va dire, tous les cas de figure. Mais si je prends uniquement la région Île-de-France, vous avez soit les centrales qui livrent de l'alimentation, soit vous avez effectivement des sites de production internalisés dans les établissements. Alors, c'est assez variable. À la PHP, sauf erreur ou omission, il doit y avoir 8 sites de production, 4 sites extérieurs et 9 sites relais. Voilà. Donc, et tout ça produit des barquettes et de l'alimentation. Il y a une multitude de sites, mais il y a une seule centrale d'achat. Il y a une seule centrale d'achat. Il y a une seule centrale d'achat, et c'est là aussi une difficulté, parce que vous avez autant de pratiques que de sites pour une seule centrale d'achat, avec la difficulté de pouvoir choisir les aliments, la qualité, et quand bien même la loi Egalim soit parue et soit entrée en vigueur dans les établissements, il y a un net progrès, mais on n'y est pas encore. Et la PHP, notamment,
parliez de la question des cuisiniers, a fait le choix aujourd'hui de recruter des cuisiniers qui sont passés par l'apprentissage et qui sont des vrais cuisiniers de métier. Et ça change quand même pas mal de choses. Eh bien, on va y revenir justement dans le détail. Sandra Ferreira, je voulais vous poser cette question. Pourquoi ce qui arrive sur le plateau repas est-il vraiment stratégique pour la santé du patient et pas simplement un accessoire gustatif, si j'ose dire? Ouais, alors c'est primordial déjà. Il faut savoir que quand on est hospitalisé, souvent c'est parce qu'on n'est pas bien et on a ou des défenses immunitaires diminuées ou on a une maladie qui fait qu'on n'a plus trop d'appétit. Donc, le repas, du point de vue nutritionnel, il est important parce qu'il va apporter des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines essentielles, des minéraux, qui vont permettre à l'organisme de ce patient malade d'affronter tout ce qui lui arrive. Une meilleure immunité, éviter la dénutrition, c'est ce qui touche le plus les patients à l'hôpital. Donc la dénutrition, c'est la perte de masse musculaire, entre autres. Et tout ça va permettre d'ailleurs aux patients, s'ils mangent correctement, peut-être d'avoir un séjour moins long à l'hôpital, guérir plus vite. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on œuvre. Donc ça, c'est essentiel. Après, il y a l'aspect aussi, et vous en parliez si justement... du visuel, c'est-à-dire qu'un repas qui va être beau, rien que visuellement, c'est quand même le seul moment de la journée où le patient a un petit moment sympathique, sinon il est tout seul le reste du temps. Donc c'est assez important aussi pour le moral. Donc quand on dit que les repas sont mauvais à l'hôpital, je caricature, mais c'est évidemment ce qu'on entend parfois dans la bouche de certaines familles ou certains patients, on est d'accord, du goût, on ne parle pas de la qualité nutritionnelle qui, elle, est irréprochable, c'est ça? Alors, la qualité au sens apport nutritionnel, à mon sens, voilà, c'est suffisamment cadré maintenant avec des diététiciens, des médecins, enfin... Là-dessus, on est plutôt pas mal. Par contre, la qualité, j'aimerais toujours avoir plus, d'avoir que des fruits, des légumes de saison, des circuits courts, du bio. Bon, avec la loi Egalim, on essaye. On essaye, mais on pourrait faire mieux, bien évidemment. Bien sûr, parce que c'est 50%, je crois, le seuil qui est fixé par la loi Egalim, absolument, de produits frais. Et là, je crois qu'à la PHP, nous sommes plutôt autour des 24%. Je parle sous votre contrôle, mais on est sous la barre des 25%. Donc, bon, on rame, on va y arriver, mais voilà, il faut avancer là-dessus. Et qui se charge de fabriquer les menus justement à l'hôpital? Alors, les menus, en règle générale, sont construits par les diététiciens. Et ensuite, en fonction des produits achetés, si vous n'avez pas de contraintes posées par un médecin ou un diététicien, vous avez une sorte de fiche à choix multiples vous permettant de sélectionner ce que vous préférez manger dans la limite de ce qu'il est possible de fournir. Parce qu'encore une fois, et je reprends parce que tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai fait une erreur, c'est 38 sites de production. 38 sites de production. C'est 38 sites de production pour une centrale d'achat. Donc, naturellement, on ne peut pas tout avoir. Et la loi Egalim, elle dit effectivement 50% de produits durables, 20% de produits bio. Aujourd'hui, on est à 21,9. On peut juger que c'est trop peu. Néanmoins, en 2019, on était à 2,1 à la PHP. Donc il y a eu un effort colossal de produits pour améliorer les choses. Donc on est sur une bonne dynamique sur cette question. Et sur l'aspect du visuel, malheureusement... Autant que faire se peut, on sert dans des assiettes, on permet de faire, mais il y a aussi une double contrainte. Pour le faire, il faut du personnel, et aujourd'hui il en manque. Et pour améliorer la qualité des repas, il faut des moyens. Or là, il n'y a pas suffisamment de moyens à l'hôpital, le coût moyen est à 9,01 € par repas. C'est pas beaucoup ça, parce qu'on a du mal à imaginer, parce que c'est 9 € finalement, ils englobent la personne qui doit normalement servir les repas, donc j'imagine qu'il y a une partie de cette enveloppe-là qui va au personnel soignant. C'est pas 9 € de produits qui sont achetés. C'est 9 € qui englobent les personnels de production et la matière première. Alors évidemment, 9 € ne disent pas grand-chose, mais il faut le ramener juste pour la PHP. La PHP, c'est 8 milliards de budget. C'est un bateau amiral, c'est colossal. Rien que cet aspect-là, c'est 138 millions d'euros par an. Par an, c'est colossal. Une question aussi par rapport à l'image de cette mauvaise nourriture dont je parlais tout à l'heure en introduction. Comment vos collègues vivent-ils justement ces reproches qui, j'imagine, leur sont faits au quotidien quand ils arrivent avec des plateaux repas et que le patient souffle en disant « Ah non, ça va pas être bon », etc. Dans quel état d'esprit sont-ils à ces moments de la journée? Alors, ils essayent, comme j'ai essayé de le faire en montant dans les services, on essaye de le prendre avec le sourire et de dire oui, on est bien conscient que c'est pas parfait, mais c'est mieux que ça ne l'a été. Alors c'est pas satisfaisant pour celui qui mange au jour J, mais c'est mieux que ça ne l'était. Et en réalité, sur le fond du fond, ce problème-là, il est important pour les patients, mais
pour tous les soignants autour, on se dit que finalement, c'est pas si grave que ça, compte tenu des autres enjeux. Mais c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un focus véritablement porté sur l'alimentation et sur la qualité de celle-ci, parce qu'on essaye de rendre le moins pénible possible une période qui n'est choisie par personne. Vous, Sandra Ferreira, qu'est-ce que vous entendez dans votre entourage professionnel au sujet des repas qui sont servis à l'hôpital? C'est pas frais, c'est pas suffisamment chaud, c'est pas suffisamment beau? Alors, c'est pas frais, c'est pas suffisamment beau. Parfois même, j'ai des patients que j'ai pas forcément dans le cadre hospitalier, puisque je travaille plus en hospitalier, mais qui me disent qu'ils ne savent même pas ce qu'ils mangent. C'est-à-dire que quand ils voient le plat arriver, ils ne savent même pas si c'est du bœuf ou autre chose. Enfin, voilà. Donc, il y a l'aspect visuel qui, d'emblée, c'est la première chose qu'on voit, freine le patient et ne lui donne pas envie de manger. Est-ce que je peux rebondir sur une chose qui a été dite? On parlait de budget. Alors, je ne suis pas là forcément pour apporter des solutions, mais j'aimerais qu'on ouvre la réflexion sur le fait que oui, c'est un coût, et je l'entends bien évidemment, mais que si on était sur une réflexion plutôt à moyen et long terme, finalement, ça nous coûterait moins cher d'améliorer l'aspect visuel de ces repas. Pourquoi? Parce que oui, à court terme, il faut bien sortir l'argent pour faire les plateaux repas, mais s'ils étaient plus appétissants, donc avec un petit peu plus de moyens, eh bien, on économiserait sur le séjour. En fait, il y aurait moins de dénutrition, donc moins de besoin de mettre des poches de compléments alimentaires, moins de longs séjours. Enfin, vraiment, si on le voit au moyen au long terme, je suis persuadée qu'on ferait des économies, au contraire. Et ça, c'est vrai que ça joue beaucoup aussi sur la façon dont vont manger les repas, enfin, en tout cas, dont les patients vont manger les repas. Est-ce que ça, c'est faisable, ce qu'avance Sandra Ferreira? Est-ce qu'on pourrait effectivement envisager peut-être une amélioration visuelle des plateaux repas? Vous parliez de moyens, c'est vrai, ça demande peut-être du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, l'hôpital a les moyens de faire cet effort-là? Alors, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire avec de la bonne volonté, avec effectivement un raisonnement de terrain pour améliorer les choses. Là, je vous rejoins parfaitement. Est-ce qu'on a les moyens à moyen terme, si je puis dire, la formule n'est pas très élégante. C'est difficile de vous répondre puisque les budgets hospitaliers, c'est une particularité de notre système, sont votés annuellement. Et dès lors, la projection à moyen terme, elle est assez difficile sur ce terrain-là. Et il y a une espèce d'effet ciseau mécanique qui se produit sur ces aspects budgétaires. Et pour autant, sur les services où les risques de dénutrition sont particulièrement marqués, je pense aux services d'oncologie, je pense aux services d'infectiologie, aux services de réanimation, en tout cas de post-réanimation pour un certain nombre de patients, il y a un véritable focus, on fait mieux que pour le commun, justement pour éviter les risques de dénutrition, mais il est vrai que la dénutrition est trop peu cotée dans l'hospitalière. C'est un vrai défaut. Merci. Non, mais je ne peux pas... voilà, c'est une évidence. Et à ce titre, d'ailleurs, la PHP, parce que là, on est en Ile-de-France, la PHP a fait un effort qui est un effort colossal. Hein. C'est plus de 7,7% de diététiciens sur les 4 dernières années, portant leur nombre à 438. Donc c'est encore trop peu, parce qu'évidemment, c'est 100 000 agents à la PHP. Mais c'est beaucoup mieux que ça n'était. Et on a un vrai travail à faire sur la cotation de la dénutrition pour permettre justement une prise en charge très individualisée des patients. Quand on dit que l'alimentation fait partie du soin, ça veut dire quoi concrètement pour un aide-soignant, pour un infirmier? Est-ce que par exemple, un aide-soignant, un infirmier s'assure que le patient a bien terminé son plateau repas? Est-ce qu'il a des moyens, pas de le contraindre évidemment, mais de l'encourager à manger son plateau? Alors, on peut encourager à manger, mais si c'est pas bon, c'est pas bon. Ou en tout cas, si la personne ne trouve pas ça bon, c'est difficile de lui expliquer que c'est bon quand même. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas véritablement de moyens. En réalité, et je laisserai par contre notre collègue répondre sur l'aspect technique de comment inciter en particulier ou expliquer. La réalité, c'est que notre travail au quotidien, c'est plutôt de s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication dans ce que le patient consomme. On est le dernier rempart au risque iatrogénique et de s'assurer effectivement que s'il n'a rien mangé, que ça soit correctement notifié, justement pour prévenir la dénutrition et pour tenter de mettre en place le plus vite possible des compléments alimentaires. Sandra Ferreira, c'est vrai qu'on ne va pas avoir dès demain effectivement des repas 3 étoiles dans les hôpitaux, c'est vrai. Mais malgré tout, il faut que ces patients mangent, vous l'avez rappelé, pour prévenir des risques de dénutrition, pour faire en sorte que les séjours à l'hôpital soient plus courts. Quels sont les arguments que l'on peut faire valoir face à des patients qui disent « Non mais c'est pas bon, j'ai pas envie de manger ». Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les encourager justement à manger leur assiette? On parlera aussi du gaspillage, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Oui, il faudra qu'on en parle effectivement. Mais là où je rejoins mon confrère, c'est qu'à un moment donné, malheureusement, on manque de moyens. C'est vrai que si on avait, l'aide-soignante avait le temps, ou s'il y avait encore plus de diététiciens, avait le temps de passer du temps avec le patient en lui disant « Tenez, voilà le bœuf bourguignon »,
oui, il n'a pas un très bel aspect, mais il est très bon, voilà, et d'en parler, puis ça vous apportera du fer, ça vous apportera des protéines, et vous allez guérir plus vite. Vous voyez, tout ce discours qu'on pourrait avoir autour. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. C'est le manque de moyens, là vraiment réel. Donc c'est vrai qu'il faudrait tout ce discours autour, ça serait dans le monde idéal. Ouais. Après, bien sûr, c'est en interne de pouvoir travailler dans les cuisines pour que l'aspect soit plus beau, mais tout ça demande du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Alors je parle sous votre contrôle, mais les chiffres de la dénutrition sont assez flagrants. Hein. Ce phénomène touche jusqu'à 40% des patients hospitalisés, et beaucoup de personnes âgées arrivent déjà fragilisées. Qu'est-ce qui coince encore finalement pour que ce soit systématiquement dépisté et pris en charge, ce facteur dénutrition? Alors, il faudrait qu'il y ait des tests systématiques à l'entrée de dénutrition. Alors ça, comme ça fait un petit moment que je ne suis plus en hospitalier, je ne suis pas sûre que ça soit... Là, je vous laisse y répondre. Hein. Est-ce qu'il y a encore tous ces tests faits de manière systématique? Vous disiez que c'était mal coté, c'est ça? On a du mal à le prévenir. Quand on dit mal coté, en réalité, ce n'est pas forcément quelque chose qui est systématisé dans l'enregistrement des problématiques à l'entrée du patient. Je dirais que c'est service dépendant, voire groupement hospitalier dépendant. Si on en fait un axe fort de la prise en charge dans les services, nécessairement, ça sera mieux coté. Mais ça passe par plus de diététiciens, plus de médecins et plus de personnel pour pouvoir assurer ce dépistage à l'entrée, et donc un aspect aussi de formation, parce que, in fine, pour les aides-soignants et les infirmiers qui sont ceux qui sont au contact permanent des patients, la formation en diététique, elle est extrêmement faible dans le cursus. Et donc, on en revient toujours, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et je voudrais que l'on parle justement de ce plan restauration que la PHP a lancé en 2024, dans un plan plus global d'ailleurs d'amélioration de l'accueil et de la qualité de séjour. D'un point de vue syndical, qu'est-ce que vous retenez concrètement de ce plan? Alors, je vais retenir plusieurs choses. La première, c'est que, par exemple, sur les 38 sites de production, la PHP a vraiment axé sur on va dire une augmentation des corps. C'est-à-dire que, pardon d'être technique, mais majoritairement, on avait en cuisine des personnels de catégorie C, c'est-à-dire les salaires les plus faibles de la fonction publique hospitalière. Un grand nombre de collègues de la PHP, c'est dit dans le rapport de la Cour des comptes de septembre 2025, sont passés en catégorie B. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de recruter des cuisiniers qui soient des cuisiniers passés par l'apprentissage et donc avec un souci du bien prendre en charge la matière première. Même si l'inflation alimentaire pose un véritable problème, on en revient toujours aux aspects budgétaires. L'augmentation des diététiciens, ce qui est non neutre et ce qui n'est pas simple, parce que recruter aujourd'hui à l'hôpital public, ça n'est pas simple, parce que les salaires n'y sont pas mirifiques. Et enfin, le fait que cette question soit rebasculée dorénavant au niveau central de la direction de la PHP, ce qui en fait véritablement un élément phare de leur politique du prendre en soin sur le plan holistique, sachant que bien évidemment deux choses se greffent là-dessus et qui s'imposent à nous tous, et c'est une bonne chose, c'est la loi Egalim dont nous avons parlé, mais c'est aussi la loi AGEC. Alors justement aussi, on parle d'augmenter la part du cuisinier maison et de proposer une alimentation plus saine. Pour vous, ça change quoi diététiquement et en termes de plaisir par rapport à du transformé, par rapport à du réchauffé? À une époque, on parle beaucoup de l'ultra-transformation, où on sait que c'est mauvais pour la santé d'avoir des produits avec trop de marqueurs d'ultra-transformation. Pour rappel, des ajouts de pectine, d'amidon, de tout ce qu'on veut, de choses qu'on n'a pas dans notre cuisine. On sait que c'est mauvais pour la santé, donc du fait maison, déjà du point de vue santé, on est à 10 sur 10. À 10 sur 10, vraiment? Vraiment, fait maison, on est bien, à condition, effectivement, d'avoir des fruits et des légumes, des aliments de saison. Encore une fois, manger, je ne sais pas, une entrée, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a en ce moment au menu de la PHP, mais une entrée de tomates, là, en plein hiver, pas très cohérent avec la saison, par exemple. Donc là, on n'aura pas le plein de vitamines. Donc des fruits et des légumes de saison. Dans les rêves les plus profonds des diététiciens, circuit court, de pouvoir en plus faire travailler l'agriculture française. Enfin voilà, là, ça serait... Là, vous parlez de rêves les plus fous. Ça, c'est utopique vraiment ou c'est faisable, honnêtement?
c'est faisable, mais ça demande des moyens. Et on en revient toujours au nerf de la guerre, le budget. Alors voilà, avec cette vision du moyen au long terme, où je suis sûre qu'on pourrait en faire des économies, mais encore une fois, comme les budgets ne sont pas votés sur 20 ans, c'est difficile d'avoir cette vision. C'est ça le problème. Et justement, par rapport à ces produits frais, à ces produits sains finalement que vous proposez de plus en plus à la PHP, je disais qu'il y a vraiment des efforts qui sont faits. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui des patients qui mangent plus, qui ont effectivement moins de compléments nutritionnels, des personnes qui gaspillent moins aussi? Ça, vous le remarquez vraiment sur le terrain? Alors, moi, je suis plus transversal que l'AP, ce qui fait que je n'ai pas forcément le focus AP sur le quotidien dans les services. J'ose imaginer que c'est le cas, en tout cas, je l'espère. Il est peut-être un peu tôt encore pour tirer ce type de bilan. Ce que je peux vous dire sur d'autres territoires, c'est que lorsqu'on en revient à des circuits courts, parce que c'est porté par une politique qui est à la fois régionale et à la fois locale par les établissements de santé, je sais qu'il y a des établissements en Bretagne, qu'il y a des établissements en Charente, Saintes en particulier, qui ont véritablement mené un travail sur le circuit court, sur le produit frais, sur la saisonnalité. Et oui, on s'aperçoit qu'en effet, il y a moins de gaspillage, les assiettes reviennent moins vides. Donc, pour la loi AGEC, c'est super. Et pour la loi Egalim, du coup, le 20% de bio, on l'atteint assez facilement puisqu'on est en circuit court. Et donc, sur le plan durable, le 50% est dépassé très vite. Donc, c'est gagnant sur tous les tableaux, c'est territoire dépendant. Et c'est pas en Ile-de-France que c'est nécessairement le plus simple. On entend souvent dire, c'est vrai, les responsables, qu'il suffirait de quelques centaines de milliers d'euros pour réduire le gaspillage, augmenter la satisfaction. Très concrètement, quand on parle d'enveloppes de centaines de milliers d'euros, ça représente quoi, par exemple? Est-ce que c'est 5 postes, par exemple, de plus? Est-ce que ce sont des chariots supplémentaires, des fours? C'est vrai qu'on entend parfois des chiffres qui sont un petit peu impalpables pour nous. C'est un peu de tout. Parce que lorsque, tout à l'heure, je vous disais, c'est 138 millions d'euros par an. C'est 1,6% du budget de la PHP, pour ne prendre que la PHP. Là, on ne parle que des matières premières et des personnels de cuisine. Mais rénover une cuisine, et là il y en a 38, 38 sites de production, ça coûte une fortune. Mais du coup, quand on rénove la cuisine, il faut réadapter les chariots de livraison pour maintenir la liaison froide ou la liaison chaude. Ça coûte une fortune. Donc on ne parle pas en centaines de milliers d'euros. Si on prend le global, on parle en dizaines de millions d'euros. Et on parle sur le territoire national en milliards d'euros. Et là, Sandra Ferrara, vos rêves sont en train de s'amoindrir. Là, non, parce que je reste optimiste. Je me dis juste que ça va prendre du temps. Voilà, je serai peut-être plus diététicienne quand on y sera, mais c'est pas grave. C'est juste que ça va prendre du temps. Ce que vous disiez si justement, on a quand même déjà beaucoup avancé. Faut pas être pessimiste. Au moins, en tout cas, on œuvre. Il y a une amélioration. Alors c'est vrai qu'il y a une multitude de régimes qui doivent être respectés à l'hôpital, les régimes sans sel, sans gras, mixés, hachés, les textures modifiées. Comment on fait pour garder pour chaque plat du goût, du plaisir, tout en respectant justement toutes ces contraintes diététiques propres à chaque patient? Est-ce que c'est faisable d'allier finalement ces régimes à le côté plaisir d'un repas? Je vais vous dire que oui, parce que quand on fait un mixé ou un haché, on part quand même d'un plat qui à la base est censé être bon. Je vous donne toujours l'exemple de mon bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon... Ça met tout le monde d'accord, le bœuf bourguignon. On est plutôt pas mal, Bœuf bourguignon, pommes de terre, carottes, on mixe et on a le même goût. C'est sûr, la texture est différente, mais c'est par rapport à des pathologies très particulières. On ne peut pas faire sans. Ce qui pourrait être bien, et peut-être que ça se fait de plus en plus, je ne sais pas, c'est peut-être... il y a de plus en plus aussi de culture, de s'adapter, alors voilà, encore dans mon monde idéal, aux cultures et de pouvoir peut-être proposer des aromates que le patient pourrait rajouter lui-même, du cumin, du curry, voilà, ça serait encore une fois dans mon monde idéal. Alors plus de 40 000 repas produits par jour à la PHP. Comment fait-on pour produire, alors peut-être pas autant de repas au cas par cas, mais comme je le disais, il y a une multitude de régimes. Comment on fait pour s'adapter et faire en sorte que chaque repas arrive dans la bonne chambre? Ça doit être une logistique assez incroyable. C'est une logistique colossale. Et c'est une logistique colossale qui implique une multitude de métiers. Mais en réalité, c'est le miracle hospitalier du quotidien. C'est-à-dire qu'en général, avec des bouts de ficelle, on arrive à faire et à mettre en place des organisations qui feraient pâlir un certain nombre de systèmes privés ou militaires. C'est-à-dire que véritablement, c'est un enchaînement de la réception de la matière première à sa production, en tenant compte effectivement de chaque repas, de chaque restriction, avec les fiches repas qui sont adjointes au plateau, et ensuite ça part par des systèmes automatisés et à bras humains, jusque dans les services, et in fine, c'est réceptionné par les équipes
paramédicales qui, elles, font le dernier check de contrôle pour être sûr que ce qui était attendu est bien ce qui est livré. Donc c'est des dizaines, des centaines, des milliers de personnels chaque jour qui concourent à la production et à la livraison de ces 41 000 repas. Et ce qui est assez bluffant finalement, c'est que ces repas sont quasiment, en tout cas on a le sentiment de l'extérieur qu'ils sont tous livrés simultanément. Généralement avant 19h d'ailleurs, ce qui est peut-être aussi une critique que l'on peut faire à l'hôpital. On va y revenir juste après avec vous justement, Sandra Ferreira. Mais comment faites-vous pour livrer quasiment au même moment tous ces repas? Alors peut-être qu'ils ne sont pas tous livrés avant 19h, vous allez me dire si c'est le cas, mais on a l'impression que tout est livré plus ou moins simultanément dans les chambres. En règle générale, ça arrive dans les services d'abord, à peu près à une heure similaire. Donc là, c'est un balai. C'est un balai automatisé, c'est un balai humain qui permet la livraison. Une fois que c'est en service, il faut sortir les plateaux, les préparer quand on peut, les mettre en assiette et autres, ce qui peut prendre un certain temps. Donc ça peut décaler l'heure du repas en fonction de si vous êtes le premier à être servi et le dernier. En fonction du nombre de soignants, ce n'est pas tout à fait la même heure. Et enfin, oui, ça dépend de la capacité qu'on a à répondre à ce moment-là et des urgences multiples dans le service. Par contre, la livraison, la réception, ça arrive et c'est maintenu au chaud autant que nécessaire dans les respects des règles d'hygiène. Et dîner avant 19h, c'est une bonne idée. C'est beaucoup aussi le reproche que l'on entend de la part des patients. Ça y est, j'ai mon bœuf bourguignon, tiens, qui arrive devant, là, il est 18h30, j'ai pas faim. Est-ce que c'est nutritionnellement, je ne sais pas comment on dit, bon de manger avant 19h? Alors, avant de rebondir sur l'histoire de l'horaire, je voulais juste apporter une petite précision à ceux qui nous regardent. Il ne faut pas oublier non plus qu'on n'est pas au restaurant et qu'on est dans une restauration collective, avec des règles d'hygiène très strictes. Donc c'est quand même différent. Il ne faut pas s'attendre un jour, peut-être que ça arrivera, mais à manger du 4 étoiles. Ça, c'était important. On n'a pas les mêmes façons de travailler en restauration collective que dans un restaurant. Ça, fin de la parenthèse. Donc, pour revenir sur l'horaire du repas, évidemment que de manger pas trop tard, c'est plutôt bien, parce qu'on a le temps de digérer avant de s'endormir. Je peux concevoir que c'est pas forcément dans la culture française de manger tôt et que ça puisse être surprenant. Mais moi, je suis plutôt favorable à ça. Si vraiment le patient a faim, et tant mieux, ça veut dire qu'il est plutôt en bonne forme s'il a faim. Rien ne l'empêche de garder le fruit du plateau et de le manger 1 ou 2 heures plus tard pour ne pas avoir faim. Ça, c'est une possibilité. On parlait de patients dénutris tout à l'heure, ce qui touche quand même une part assez importante des patients qui se trouvent aujourd'hui à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on met sur un plateau d'un patient qui souffre de dénutrition? Est-ce qu'on va lui mettre un régime aussi particulier? Alors, on va en tout cas favoriser, dans son plateau, il va y avoir des protéines, ou viande, ou poisson, ou œufs. Bon, s'il y a un régime très particulier, ça sera plutôt des sources de légumineuses, lentilles, pois cassés, pois chiches, mais généralement viande, poisson, œufs et laitage. Ce sont vraiment les sources principales de protéines, donc c'est de favoriser ça. Encore une fois, il faudrait, si l'aide-soignante a le temps, et si elle est formée, il y a ça aussi, avoir le temps de dire au patient qui n'a peut-être pas faim, bon, au moins mangez votre poisson et votre laitage, même si vous n'avez pas trop faim. Voilà. Ça, c'est ce qui manque peut-être encore sur certains établissements. Comme vous le disiez, en interne, parfois, il y a déjà ce qu'il faut, et tant mieux. Mais voilà, c'est surtout cet aspect-là qui va être le plus important en cas de dénutrition. Alors les légumineuses, le poisson, tout ça, c'est super pour la santé, c'est vrai, mais une petite boîte de chocolat, ça fait de mal à personne. Et aussi, généralement, ça arrive que les familles en apportent aux patients. Vous, quel regard vous portez là-dessus, justement? Est-ce que aussi, il y a même des familles qui partagent des repas aussi avec les patients. Vous en pensez quoi, vous, en tant que responsable syndical? Moi, en tant que responsable syndical, que du bien. Que du bien, oui. Que du bien. Après, je vais penser aussi respect des règles d'hygiène. Et je vais penser aussi, parce que parfois les chambres sont doubles, on n'a pas encore que des chambres seules, et je vais penser aux voisins. En tant que soignant, c'est ça aussi qui m'intéresse. Que les patients ou leurs familles, entre guillemets, cantinent. Pas de problème. Si c'est respectueux des prescriptions des régimes alimentaires. Parce que généralement, le danger, c'est ça. C'est que croyant faire bien en faisant plaisir à un patient, il rapporte une denrée qui est contre-indiquée sur le plan de la santé du patient, et là, c'est problématique. Donc si ça se fait, ça doit se faire en accord avec l'équipe soignante, et dans le respect de tous ceux qui entourent le patient. Et à partir de là, aucun problème, il n'y a pas de souci. Mais pas quelque chose de caché dans le placard, sans qu'on le sache, et qui va rester 2 jours dans le placard avant d'être mangé, avec tous les risques induits. Donc c'est des choses qui peuvent se travailler, mais avec l'accord des équipes, et toujours de manière extrêmement transparente, de manière à éviter tous les écueils. On n'arrive pas avec sa friteuse à l'hôpital, Sandra Ferreira, on est d'accord? Non, bon, déjà, ne serait-ce que pour le respect du voisin, là, ça va être très compliqué. Mais je rejoins complètement. Là, je valide à 100% ce que vous venez de dire.
bien évidemment, ça fait partie aussi, il ne faut pas oublier l'état mental du patient d'un petit moment convivial. Encore une fois, il faut que ça soit encadré parce que ça peut très vite dériver sur des choses qui lui seraient néfastes finalement pour la santé. Si on se projette un tout petit peu, le plateau repas d'un patient dans quelques années, il ressemblera à quoi? Est-ce qu'on peut imaginer une évolution vraiment visuelle importante selon vous dans les prochaines années? Je sais qu'il est question de moyens, il est question de décisions politiques aussi, dont vous n'êtes pas forcément responsable, mais est-ce qu'on peut être optimiste et imaginer qu'un jour, à l'hôpital, on ne se dira pas « Ah, ça y est, c'est le repas ». Avec les budgets que nous réclamons, oui, sans doute. Ouais. Avec les budgets actuels, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dans les établissements où il y a une bonne volonté, dans les services où on y apporte un regard très particulier, et je reprends mon exemple de l'oncologie, où déjà manger est difficile de par les traitements. Donc vraiment, il y a un effort à porter avec un service à l'assiette, avec des choses accompagnées. On sait qu'on y arrive. Ça demande des efforts, ça demande de l'investissement. Donc, et je crois véritablement que les choses vont s'améliorer à plus ou moins court terme. Mais court terme pour l'hôpital, c'est 10 ans. Je suis certain qu'il y aura une amélioration. Est-ce qu'on en arrivera à quelque chose qui satisfera tout le monde ? Mais finalement, c'est impossible. La satisfaction de 100% n'est pas possible. Si déjà on s'améliore, ça sera un grand pas. Et puis en tout cas, on regardera ça avec beaucoup d'attention et on militera aussi pour davantage de bœuf bourguignon. Hein, Sandra Ferrer, vous serez avec moi. On sera côte à côte à ce moment-là. Merci d'avoir été sur ce plateau. On poursuit cette émission avec cette pièce coup de poing. Sauver les démocraties, c'est le pari un peu fou d'une équipe de scientifiques qui, tenez-vous bien, étudie le langage des cachalots. Derrière ce point de départ surprenant, il est question d'espionnage, de dérive totalitaire, de droits humains, une vraie fiction d'anticipation, mais qui nous renvoie peut-être aussi, et on va le voir avec notre invité, à notre propre réalité. Alors cette histoire, est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est une simple imagination? On en parle tout de suite avec celle qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Mélodie Mouret. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. La zone Indigo, donc c'est le titre de la pièce que l'on peut aller applaudir actuellement au Théâtre des Béliers parisiens. Vous en êtes l'auteur et la metteuse en scène. Comment présenteriez-vous cette pièce qui est vraiment unique, je dirais, sur la scène parisienne? C'est un thriller d'anticipation. On suit une petite équipe de chercheurs qui sont spécialisés dans la communication avec les cachalots. Oui. Ils écoutent ils essaient d'analyser la communication des cachalots et ça se passe dans une France qui a basculé politiquement dans un régime totalitaire. Donc les subventions à la science sont coupées et on va donc suivre leur lutte pour reprendre leurs recherches qui vont les entraîner dans des aventures, qui vont les pousser à changer de pays. Voilà. Et dans quelle catégorie, justement, vous pourriez ranger cette pièce? C'est de la vraie science-fiction ou il y a un peu du Orwell aussi là-dedans, j'ai l'impression. Oui, c'est de l'anticipation, c'est une dystopie, oui. On imagine un peu ce que pourrait devenir la France dans quelques années, mais voilà. Et d'où vient ce titre, La Zone Indigo aussi, justement? C'est quoi au juste? Alors, c'est mystérieux, je ne peux pas en dire trop parce que c'est ce qu'on découvre à la fin du spectacle, mais c'est une des zones que le langage... qui unit en fait le langage des cachalots et le langage des humains. Et quel a été le facteur vraiment qui a déclenché pour vous la création de cette pièce? Est-ce que ça a été une image, une information scientifique, une découverte que vous avez faite vous-même, un fait politique peut-être aussi? C'est tout ça à la fois parce que c'est beaucoup de sujets qui me passionnent et qui m'interpellent, qui se sont mêlés. Il y a à la fois un intérêt pour... des recherches qui sont effectivement menées en ce moment par des chercheurs qui pensent pouvoir traduire la langue d'une autre espèce, et notamment celle des cachalots. Donc il y avait cette découverte-là que j'ai trouvé ça vraiment passionnant, et plus généralement un intérêt et des inquiétudes par rapport à ce qui se passe sur la scène internationale, la montée du fascisme. Voilà. Eh bien justement, pour mettre des images sur les mots que vous venez d'employer, je vous propose de découvrir un très court extrait et on en parle juste après. Qu'est-ce que t'as? Il y a 16 voix. Il y a 15 enregistreurs. Il y a une 16e voix. On n'a pas appareillé tous les cachalots du monde, ça me paraît pas étonnant. Non mais ça c'est étonnant. C'est répétitif, c'est trop répétitif. C'est un deepfake, non? T'as une traduction? C'est vert. À l'aide. À l'aide. Quelqu'un attire les cachalots dans ces zones
en appelant artificiellement à l'aide. Pourquoi ils attiraient les cachalots dans ces régions-là? Pour la pêche, non, ils vont les tuer. Non, il y a trop de clandestins, tu mets dans les autres, il y a des citoyens de trop de pays différents, donc ça n'aura aucun sens. Ça doit être des points stratégiques, ça veut dire quoi? Les cachalots sont équipés d'enregistreurs et de caméras, ils peuvent permettre d'espionner. Mais espionner quoi? Il y a quoi dans ces zones? Voilà pour les quelques images. Pour en savoir plus, il faudra aller au niveau de la scène des béliers parisiens. C'est vrai qu'on le voit, hein, vous situez l'action dans une France qui est devenue totalitaire, une France fascisante, hein, si j'ose dire. De quelle manière avez-vous construit ce contexte dans lequel évoluent les personnages ? C'est amené. Il y a une petite inspiration de La Servante écarlate. Oui. Donc il y a par exemple les femmes portent des brassards qui témoignent de la note qu'elles ont dans la société, si elles sont des femmes considérées comme accomplies ou pas, si elles ont respecté leurs devoirs de contrôle de fertilité, etc. Donc il y a déjà cette restriction sur les droits des minorités et notamment des femmes. Et puis la science qui est attaquée frontalement, comme le sont les journalistes, comme le sont toutes les personnes qui cherchent la vérité, en fait, face à un pouvoir obscurantiste. Absolument. Et on suit un groupe de chercheurs que vous avez vu sur ces images qui est confronté à un véritable dilemme. Pour résister, est-ce qu'il faut fuir ou est-ce qu'il faut rester? Comment ce dilemme, justement, va-t-il s'incarner dans cette pièce ? Eh bien, il y a quelqu'un un personnage dans l'histoire qui va essayer de s'imposer comme une solution face à la montée du fascisme. Et il va falloir décider pour les personnages, est-ce qu'on s'allie à lui, sachant qu'il représente d'autres dangers, ou est-ce qu'on entre aussi en résistance contre cette autre solution. Donc voilà, c'est que des choix un peu impossibles et des dilemmes moraux très forts auxquels ils vont être confrontés. Alors c'est vrai que le point de départ de cette pièce, et vous en avez un peu parlé, il est assez fascinant. Un cachalot échoué qui est équipé d'enregistreurs et semble indiquer, on va dire, une tentative d'espionnage en fait. Hein. Il est question de ça. Comment cette idée de thriller vous est-elle venue? Parce que c'est quand même assez technique, quoi. Des cachalots avec des enregistreurs, on n'a pas forcément cette idée-là quand on se réveille le matin. Oui, ça c'est vraiment un fait réel qui est le beluga Vladimir qui avait été retrouvé par les Norvégiens harnachés avec du matériel russe. J'avais trouvé ça fascinant. Et donc c'était le point de départ, c'était la petite inspiration. Je me suis dit, tiens, et si un cachalot s'échouait sur les côtes françaises, équipé avec du matériel d'espionnage, et que ça permettait à mes scientifiques de reprendre leurs recherches. Parce qu'on fait appel à eux et on leur dit, voilà, vous avez une compétence en bioacoustique, est-ce que vous pouvez nous dire qui est la puissance ennemie qui espionne la France? Et est-ce que vous diriez que c'est une pièce catastrophiste, la zone Indigo? Je vous pose cette question parce que je disais en introduction tout à l'heure, il est quand même question de sauver des démocraties, justement de se retrouver finalement au cœur d'un enjeu qui peut bouleverser l'ordre mondial et mettre des millions de vies en péril. Est-ce qu'il y a du catastrophisme là-dedans ou pas du tout? Il y en a peut-être un peu, en tout cas c'est sûr que la dystopie vient souligner quelque chose qui est très effrayant, qu'on espère ne pas voir arriver. En même temps, je pense qu'il n'y a rien dans la pièce que j'ai écrite qui ne me semble pas être probable. C'est-à-dire que tout peut se passer dans ce qu'on va voir sur la scène du Théâtre des Béliers parisiens. Oui, j'en ai peur. Et comment vous avez dosé cette angoisse, justement? Elle est présente sur toute la pièce? C'est le fil rouge? Alors, il y a de l'angoisse, mais je pense que la pièce porte quand même un message d'espoir, puisqu'on suit quand même des idéalistes. Tous les personnages sont très idéalistes. Ils ont les rêves brisés, mais ce sont des idéalistes. Exactement. Et ils ont envie de changer les choses. Ils croient en leur capacité à faire bouger l'ordre établi. Et donc je pense qu'il y a quand même un message d'espoir profond. C'est plutôt une pièce optimiste. Et, voilà. Et puis, comme souvent, quand les personnages sont confrontés vraiment à des enjeux de vie et de mort, l'humour permet aussi d'avoir des petites soupapes de décompression. Alors c'est vrai qu'il y a un message d'espoir, mais malgré tout, le réel et la réalité est assez pessimiste là pour le coup, puisqu'il est question de fascisme, il est question de dictature. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on est assez proche finalement de cette situation? Parce que vous dites que tout peut se passer, donc on peut imaginer que ce que l'on va voir au théâtre peut se passer demain. Oui, mais c'est vrai qu'on dit souvent que ce qui se passe aux États-Unis arrive quelques années plus tard en Europe, et je pense que là on a un bon aperçu quand même de ce qui est en train de se passer, de la montée de l'extrême droite, et donc je pense qu'on a des indicateurs là dans la société actuelle, des remises en cause des droits des minorités, etc., qui laissent penser que ça pourrait arriver. C'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment qui vous a donné envie d'écrire cette pièce, hein? Ça a été l'élément déclencheur d'une certaine manière? Notamment, oui, entre autres, oui. C'était déjà les sujets de Big Mother, ma pièce précédente, la
la difficulté qu'il y a à lutter pour le maintien de la démocratie en ce moment. Et vous dites aussi vouloir garder les yeux ouverts sur la catastrophe en cours sans perdre espoir, justement. Donc on est d'accord qu'il y a quand même de l'espoir. On ne ressort pas de cette pièce complètement lessivée moralement. Hein. Non, j'espère pas. On ne va pas faire peur aux gens qui nous regardent quand même. Non, au contraire, j'espère vraiment même que c'est le contraire. Et quelle forme de résistance vous intéresse le plus, justement, à titre personnel? Parce qu'on peut effectivement partir, on peut rester. Il existe beaucoup de moyens aujourd'hui de résister. Quelles sont les formes qui vous intéressent? Là, dans la pièce, c'est vraiment l'entraide et la mise en place de réseaux d'entraide entre personnes qui croient en la vérité, en la démocratie, en l'intérêt général et qui vont décider de s'allier et de lutter avec autant de ferveur que le font ceux qui sont contre ça. Et c'est vrai que la pièce se déroule dans une France fasciste, mais vous parlez, et vous l'avez rappelé, de notre présent. Est-ce que vous avez hésité quand même à un moment donné à sortir cette pièce, sachant que nous vivons tous, on le sait, dans un contexte politique et social assez inflammable? Non, au contraire. Je pense que c'est aussi le rôle du théâtre et de toutes les formes d'art de faire, de donner de la place à des points de vue, en tout cas voilà. Donc non, au contraire, j'avais envie de raconter cette histoire d'autant plus. Et est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez faire passer justement aussi à travers cette pièce? Est-ce que vous voulez faire à votre niveau de metteuse en scène, d'autrice, de justement faire bouger les lignes? Oui. Bien sûr, je crois beaucoup en la capacité du théâtre à réunir, à fédérer, à générer justement de l'espoir. On est tous réunis dans une salle et on partage un moment tous ensemble qui est un moment unique et j'espère qu'on en ressort avec l'envie de faire bouger les choses. Alors, il y a quelque chose aussi dont on n'a pas parlé, ce sont les comédiens qui sont sur scène. Je crois qu'ils sont 6, c'est ça, et ils incarnent une trentaine de personnages. Exactement. Comment on fait pour diriger justement ces comédiens qui incarnent une multitude de rôles? Ils sont tous les 6 vraiment merveilleux. Donc effectivement, il y en a certains qui jouent, qui passent d'un rôle à l'autre. Ils changent de costume parfois en 15 secondes. Il y a un côté presque magique. Et non, les 6 acteurs et actrices sont vraiment formidables. Ils permettent ça. Et cette pièce se joue depuis le 30 janvier dernier. Vous avez eu un premier retour du public. Ils en pensent quoi? C'est vraiment... l'accueil est génial et très étonnant pour nous. On est très surpris parce qu'il y a beaucoup plus de rire que ce qu'on imaginait. Donc non, c'est vraiment intéressant là, de découvrir les premiers, de partager ça enfin avec le public. Et vous pensez à la pièce d'après déjà? Là, non, je suis tellement immergée dans cette histoire. Sachant qu'il y en a 2 qui jouent au même moment, je crois. Oui, il y a Big Mother qui est à 19h dans le même théâtre, au Théâtre des Béliers. Et il y a une continuité, il y a un personnage en commun entre les deux histoires. Est-ce qu'on peut considérer que la zone indigo, c'est une forme de chapitre 2 de Big Mother aussi? C'est pas une suite dans la mesure où les 2 histoires sont complètement indépendantes. On peut les voir on peut voir la zone indigo sans avoir vu Big Mother. Mais le personnage arrive 10 ans plus tard, je crois. Exactement, c'est exactement ça, c'est 10 ans plus tard. Et ça parle de quoi, Big Mother, justement? Big Mother, c'est un thriller journalistique. On suit une petite équipe de journalistes qui tentent de faire éclater la vérité sur un scandale qui éclabousse le président des États-Unis. Eh bien, formidable. Vous avez raison de parler des journalistes. On est important, nous aussi. Merci beaucoup, Mélanie Mouret. La zone indigo, donc c'est le titre de la pièce que l'on peut aller applaudir. C'est au Théâtre des Béliers parisiens. C'est une pièce que vous jouez depuis le 30 janvier, donc c'est tout frais. Il faut s'y rendre. Et vous en êtes l'auteur et la metteuse en scène. Merci d'avoir été sur ce plateau. Et on termine cette émission avec votre dernière rubrique. C'est tout bon. Bonjour Laurence Aloche. Bonjour. Mais quel plaisir de vous retrouver. Mais ça fait une éternité qu'on ne s'est pas croisé sur un plateau. En plus moi j'adore vous recevoir parce que généralement après quand je sors de l'émission j'ai faim. Alors voilà. Généralement avant de manger un barreau de chaise, généralement c'est assez fou. Alors je rappelle quand même que vous êtes rédactrice en chef art de vivre au Figaro Magazine. Alors c'est vrai qu'il va falloir faire de la place dans notre estomac car le calendrier culinaire du mois de février est très très chargé. Alors évidemment on vient de dévorer les crêpes à l'occasion de la Chandeleur. On va évidemment célébrer la journée mondiale de la pizza lundi prochain. J'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'en prendre une ensemble, n'est-ce pas? Et le 17 février, dans un peu plus de 10 jours, cap sur le nouvel an chinois qui vous a mis en appétit à titre personnel. Et on comprend pourquoi, parce que le menu traditionnel est plutôt festif et impressionnant.
Il est très impressionnant. J'allais presque dire que nous sommes des petits joueurs, nous les Français, avec nos huîtres, notre foie gras et notre chapon. C'est déjà lourd quand même. Oui, c'est déjà lourd, mais en Chine, ce nouvel an chinois, c'est l'occasion d'un repas extrêmement festif, vous le disiez, qui réunit toute la famille. Il y a beaucoup d'expatriés d'ailleurs chinois en France qui retournent dans leur famille. Alors selon les régions, vous avez bien sûr des séquences, ils appellent ça des séquences, il y en a 8, 9, 10, 12, mais avec des plats très typiques qui ont un point commun, c'est qu'ils sont symboles souvent de longévité, de prospérité et de bonheur. Rien que ça. Ça nous portera bonheur. C'est tout un programme. Alors en général, ça commence souvent par des raviolis. Alors le ravioli, il est en forme de lingot, ça c'est le classique, même si moi je trouve qu'il a l'air d'une lune. Mais bon, c'est un signe de prospérité, on y est. Et puis ensuite, vous avez tous les dim sum. Alors il y a un vieil adage chinois qui dit que plus vous allez en manger, plus votre fortune va être exponentielle. Donc si vous voulez vous goinfrer, j'ai quelques adresses. Vous en avez pris, vous, de ça? Oui, mais bien sûr. Et comment va votre compte en banque alors, sans indiscrétion? Tout se passe bien? On n'est pas encore le 17 février, j'attends la fin du mois. Pour le coup, vous avez plusieurs adresses. Vous avez la taverne de Zhao. Pour nos auditeurs qui sont en dehors de Paris, il y a une adresse à Boulogne, notamment, et à Levallois. Et puis vous avez le restaurant Red Cat, qui est sans nul doute le plus charmant, presque le plus glamour de Paris. Glamour pourquoi? Parce que vous avez déjà 3 jeunes filles qui sont absolument créatives, dynamiques, qui s'appellent Claire et Hélène Wang et Hélène Ding, qui ont mis en place ce restaurant. La décoration est d'un Chinatown new-yorkais des années 30, et puis bien sûr c'est dans l'assiette que c'est important, et là c'est vraiment très réussi. Pour les dim sum par exemple, pour le menu du Nouvel An, vous avez des dim sum à la crevette, des akao à la crevette, des dim sum avec de la Saint-Jacques. Il faut savoir qu'il y a un chef qui est dédié en cuisine pour ne faire que cela. Et puis ensuite suit généralement un poisson. Et le poisson est servi entier. Parce que comme il est signe à nouveau de longévité, etc., il n'est pas question que vous le mettiez en petits filets. Donc ça, c'est le deuxième plat qui est important dans le menu. Ah oui, donc il faut tout manger pour être centenaire, quoi. Alors en général, c'est des tablés de familles nombreuses. Ah oui, d'accord. On ne se mange pas ça seul. Moi, j'ai besoin que vous nous donniez quand même quelques conseils, Laurence Saloche. Où est-ce que l'on peut aller si on veut découvrir, par exemple, un menu du Nouvel An, chinois traditionnel bien sûr, mais qui peut satisfaire aussi un palais occidental? Alors j'étais hier au Péninsula, restaurant Lily, qui est le restaurant asiatique de ce très beau palace. Et alors, vous avez le chef qui s'appelle le chef Pak, qui est un très très grand chef, ça fait longtemps qu'il est là. Et alors il a su mêler, lui, une cuisine cantonaise, traditionnelle, mais qui est un tout petit peu, il y a un petit pas de côté qui est un tout petit peu occidentalisé, mais pas trop, pour pas perdre la tradition, notamment grâce à des échanges qu'il a avec un chef très réputé, 2 étoiles dans le même établissement, qui est l'Oiseau Blanc et qui est David Bizet. Et alors vous avez donc 8 séquences, c'est vraiment un menu extrêmement bien rythmé. On est sur des saveurs subtiles, mais on garde quand même les ingrédients qui composent ce menu. Je l'ai sous les yeux rapidement. Alors vous avez notamment une caille à l'étouffée qui est dans un petit bol avec du concombre de mer. Concombre de mer très important, mais je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble. Non, ça ressemble à quoi? Alors c'est une espèce de gros mollusque comme ça. Vous ne le mangerez pas entier, donc il fait des petites lamelles. C'est digestif, c'est plus digérable. Il y a du bambou. Il y a un turbo nacré, on revient au poisson, délicieux. Et puis on a le poulard de Bresse qui est vraiment très très bien réalisé parce qu'on retrouve la qualité du produit. Et là vous avez avec de la date rouge, du champignon et du cordyceps. Attendez, qu'est-ce que le cordyceps? Mais c'est quoi ça, le cordyceps? C'est un petit champignon qui est tout à fait étonnant. On l'appelle le Viagra de l'Himalaya. Le Viagra de l'Himalaya? Vous me faites peur là. Qu'est-ce qui se passe quand on mange de ça? Il a une forme. Écoutez, il a une forme de spermatozoïde. Pourquoi ne pas dire les choses? Alors on dit que c'est un signe de vitalité. Ça reste à voir. Je n'y crois pas beaucoup, mais c'est très bon. C'est chez Lily. Chez Lily, très bien. On va jusqu'au dessert. C'est un vrai régal. Vous n'avez pas cité de canard laqué? Non, il n'y a pas de canard laqué. Et le chef Pak m'expliquait qu'en fait, on privilégie le poulet parce qu'à la découpe et à la préparation, le canard laqué, c'est un petit peu complexe. Donc, il faut un poulet, il le coupe au sécateur, on mange avec autour de l'os, etc. Et effectivement, vous avez peu de canard laqué. Si en revanche, vous voulez en manger, il y a un restaurant qui est dans le 11e qui s'appelle Sensation. Et c'est Samuel Lee, qui est un chef étoilé, qui était au Shangri-La, qui a eu 1 étoile au Shangri-La, et qui là va vous faire, si vous le souhaitez, ils ont aussi un menu tout à fait élaboré et très, très franco-chinois pour le Nouvel An, mais vous pouvez aussi commander, si vous tenez absolument votre canard laqué, vous le commandez 48 heures à l'avance et vous l'aurez en 2 services,
comme le veut la tradition. Donc la chair du canard, et puis après vous allez manger avec des crêpes de riz ou de blé, avec des petits concombres, etc. C'est tout à fait excellent et c'est un des très bons de Paris. Laurent Saloche, pardon, je vous ai coupé tout à l'heure, mais j'ai quand même besoin de savoir le prix, si vous voulez, parce que moi derrière, il faut que j'arrive avec des arguments pour de Lily. Lily, c'est 288 €. Ah oui. On est dans un palace et c'est vraiment un menu hors norme. Après, il y a des menus beaucoup plus accessibles, comme celui de chez Sensation ou d'autres enseignes que vous allez trouver très facilement. Mais bon, c'est un menu festif. C'est quand même le Nouvel An chinois. Festif avec de la vitalité, moi c'est ce que je retiens. Ouais. Alors vous n'avez pas non plus évoqué la présence de riz. Et non, parce que à cette occasion, on mange plutôt des nouilles. Et des nouilles que l'on veut longues. L'erreur du débutant. Pour la longévité. Donc, on ne les coupe pas, surtout. Sinon, c'est terminé pour vous. Donc, et là, j'ai un autre endroit qui est formidable aussi, qui est dans le 3e, et qui s'appelle Au Riz. Alors, jeu de mots, H-O-R-I-Z, tenu par 2 frères. Les frères Lynn, il y a Alexandre et Olivier. Ils se partagent et la salle et les cuisines. Et alors, vous allez avoir un menu très, très sympa qui comprend notamment les pâtes du bonheur. C'est une recette de leur arrière-grand-mère ou grand-mère. Et vous avez là, ce sont des pâtes de riz, on dirait des petites langues de chat. C'est très très bon avec des légumes sautés au wok. Alors ça, c'est excellent et c'est vraiment un plat que vous pouvez manger pour le Nouvel An chinois. Il est à la carte en permanence. Et cette enseigne est très connue aussi. Elle a ouvert il y a 3 ans parce qu'ils vous font flamber notamment un poulet caramélisé, mariné avec du saké. Ah oui. Et c'est pas juste l'artifice d'avoir une jolie flamme qui se dégage de l'assiette. C'est joli généralement. Non, alors ça plaît beaucoup. C'est très instagrammable. C'est très instagrammable, mais c'est aussi intéressant sur le plan gustatif. Ah oui, vraiment ? Vous avez vraiment la tonalité du saké. Ah oui, formidable. Le saké qu'on a l'habitude de boire généralement à la fin d'un repas que l'on ou pendant le repas. Chez Lily, ils vous servent par exemple des sakés qui sont excellents pendant le repas. C'est fort le saké quand même. Pas tant que ça. Pas vraiment. Non, on a quand même l'impression parfois de boire de l'alcool à brûler. L'alcool de riz. Ah, c'est autre chose. Oui, non. Ah oui, c'est beaucoup plus subtil. Heureusement que vous êtes là pour m'éduquer. Alors, en marge de cette actualité, vous vouliez aussi nous parler d'un nouveau produit asiatique qui connaît actuellement un succès fou. C'est le pendant. C'est vrai qu'on en voit beaucoup aussi des pendants, notamment sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le truc à la mode. C'est quoi exactement ? Mais oui, on appelle ça quasiment le nouveau matcha. Ah oui. Alors, bien sûr, il y a les points communs. C'est vert. Alors, c'est une plante avec des grandes lames comme ça ressemble un peu au yucca. Ouais. C'est une plante d'Asie du Sud-Est. On la retrouve de plus en plus maintenant dans la cuisine. Je suis allée chez Mantra. Le chef malaisien l'utilise notamment pour enrober des coquilles Saint-Jacques, parce qu'avec la pliure de la feuille, c'est ce qui dégage le parfum. Ah oui. Parfum qui est entre la vanille et l'amande. Ouais. C'est assez doux, malgré tout. Et puis vous avez chez les pâtissiers, pour ne citer que 2 grands noms, il y a Pierre Hermé qui le met dans ses ganaches. Et puis vous avez Cédric Grolet qui a fait des grosses noix de coco, et dans lequel il met effectivement du pendant. Et puis le plus classique, c'est de le déguster dans ce gâteau chiffon, vous savez, qui est très connu comme une génoise. Ça fait un peu légère. Gâteau de riz d'ailleurs, non ? Ah non, c'est beaucoup plus léger. C'est vraiment comme une génoise. Ah oui. Alors là, on est vraiment dans la tendance de l'époque, c'est-à-dire que c'est mou, c'est vert et c'est régressif. Ah oui. Donc ça plaît beaucoup. Ouais. Ça plaît beaucoup. Il y a plusieurs avec modération, adresses. J'imagine. Ça ne doit pas être non plus très excellent pour la santé, non ? C'est quand même bon. C'est très doux. C'est très doux. Alors on dit que là aussi, il y aurait des propriétés digestives, etc. Ouais. Je crois, j'en ai pas la certitude, donc je ne préfère pas m'avancer, mais c'est assez sympathique comme saveur. C'est très très doux, c'est doux, mou et plutôt sympathique, notamment dans ce gâteau que vous pouvez trouver dans la pâtisserie de Saigon, dans le 13e, qui est la plus ancienne pâtisserie chinoise. Et puis vous avez d'autres adresses aussi, où il y a Castella, qui fait une édition avec l'année inscrite. Ah oui, absolument, on le voit à l'image. Et puis, vous avez un autre endroit dans le 9e qui s'appelle le Kaya Café, où vous avez un accompagnement qui se fait avec une espèce de crème pâtissière, avec un caramel. Bon, voilà, c'est hyper gourmand. C'est gourmand, mais c'est plus léger que ne laisse supposer l'épaisseur du gâteau. C'est quand même bien meilleur que les plats à l'hôpital dont nous parlions au début de l'émission. Allez, pas de chronique sans art de la table avec une vaisselle qui a pour thématique le cheval. Et c'est un cheval plutôt de Grand Prix. Oui, de Grand Prix. Alors, je ne sais pas de quel signe vous êtes chinois. Si, mais oui, je sais. Je crois que je suis rat. Vous êtes rat. Ouais. Et ben moi, je suis cheval de feu. Cheval de feu. Ce qui est l'année. Mais ça, c'est beaucoup plus classe. 2026, c'est beaucoup plus classe. C'est pour ça que je fais ma relation
avec le choix que j'ai fait pour l'art de vivre, pour l'art de la table, pardon. Alors, vous pouvez aller à la Compagnie française de l'Orient et de la Chine, vous allez trouver des tas de très très jolis services qui sont plutôt sur la laque ou la porcelaine. Et puis, vous avez dans cette grande maison, c'est pour ça que je disais de grand prix, parce qu'effectivement, là, on est dans une maison très connue pour son passé de cellier, qui est la maison Hermès. Et alors, vous avez tout un service, il y en a plusieurs, il y a des chevaux plutôt sur une thématique orientale. Et là, c'est un designer, illustrateur italien qui s'appelle Gianpaolo Pani, qui a fait ce dessin très contemporain. Voilà, et qui illustre ce service de table qui est signé la maison Hermès, voilà, pour rester dans la thématique. Eh bien, merci beaucoup, Laurence Aloche. Merci pour ces recommandations. Moi, je note quand même une date, c'est lundi prochain quand même, la journée mondiale de la pizza. Et puis ensuite, on ira fêter le Nouvel An chinois. Merci d'avoir été sur ce plateau. C'est la fin de Bienvenue en Ile-de-France. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vendredi, vous retrouverez Victoire Sicora aux commandes de cette émission. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur Le Figaro TV. À bientôt.